34 années de règne, bordel. Et je vous parle pas ici de diriger une école primaire, mais une des familles mafieuses les plus puissantes des États-Unis, la famille Profaci. Né Giuseppe Profaci, le 2 octobre 1897, à Palerme, et à l'âge de 23 ans, en 1920, il fait un an de tôle, accusé de cambriolage et de trafic de documents publics. En 1921, il sort et se barre direction New York. Mais Joe Profaci ne s'y attarde pas et préfère jeter ses valises à Chicago, où il ouvre d'abord une épicerie, ensuite une boulangerie. Son business ne tourne pas et en 1925, il retourne à New York, ce qui va littéralement signer le début d'une nouvelle ère pour lui, à l'approche de la trentaine. Il flaire le bon filon en ouvrant son entreprise d'importation d'huile d'olive. Ah ouais, jusque-là, Giuseppe n'est pas encore citoyen américain. Il doit attendre 1927 pour le devenir. Sa porte d'entrée vers la mafia? Les gangs de rue siciliens, dans son nouveau quartier, Brooklyn. Il s'y fait de sacrés contacts, si bien qu'après l'assassinat de Salvatore d'Aquila, parrain de Brooklyn, en pleine guerre des Castellamarese entre Joe Masseria et Salvatore Maranzano, eh bien Joe Profaci est invité à la réunion de Cleveland, dans l'Ohio. Ça se passe en décembre 1928. Les mafiosos présents sur place, venus de Chicago, de Brooklyn et de Tampa en Floride, désignent Joe Profaci afin de remplacer le défunt d'Aquila. Magliocco, quant à lui, est nommé sous-chef de la famille. Nous sommes en 1930. Joe fait dans le classique, maison de jeu, prostitution, trafic de drogue, raquettes de syndicats et, en 1931, voici que Lucky Luciano, le capo di tutti capi, réorganise la mafia new-yorkaise en 5 familles, dont la famille Profaci. C'est officiel. Joe Profaci en est son parrain, et a même son mot à dire au sein de la commission fondée par Luciano, et chargée de gérer les affaires concernant la Cosa Nostra de New York. Profaci, quant à lui, est détesté de ses soldats. C'est le genre à avoir un appétit d'ogre, à bouffer l'essentiel des bénéfices et à recracher les miettes. Et quand un de ses soldats marque son désaccord, il se fait buter, illico presto. Je sais, vous vous demandez sûrement comment ce type a pu régner 34 longues années sur la famille. Eh bien, moi aussi d'ailleurs. Ce mec-là était tellement plein aux as avec ses activités illégales qu'il a dû utiliser ses entreprises d'huile d'olive comme paravent. Et ce, afin de ne pas finir en tôle pour fraude fiscale. Il en possède 21 au total, au moment de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et, évidemment, les demandes en huile d'olive explosent. La vie de rêve pour Joe, pété de thunes et des demeures de luxe. Avare avec ses soldats, il abreuve néanmoins certaines œuvres de charité catholique, étant lui-même très croyant. Ouais, mais voici qu'en 1954, on l'accuse d'avoir falsifié son casier judiciaire. Afin d'obtenir la citoyenneté américaine, il n'a pas fait allusion à son année de prison passée en Italie. Malgré tous les moyens que le gouvernement déploie pour le renvoyer en Sicile, rien n'y fait. La procédure échoue. Profaci est sur écoute, et en 1956, lors d'une conversation avec Antonio Cotone, les flics apprennent que Joe importe des oranges venues de Sicile. Ce n'est que 3 ans plus tard que la douane américaine intercepte une de ses cargaisons, et dans les oranges, 50 kilos de cocaïne pure, soigneusement pesée afin d'être enfournée dans les fruits, afin d'éviter d'éveiller les soupçons. Les preuves incriminant Joe insuffisantes, aucune poursuite contre le parrain de la famille Profaci. Plus tôt, en 1957, Joe participe à la conférence d'Appalachine, dans l'État de New York. La réunion mafieuse a lieu chez Joseph Barbara. Les flics au courant débarquent et arrêtent 61 mafieux, dont Profaci. Il faut attendre 1960 pour voir la justice le condamner en compagnie de 21 autres personnes à 50 tôles pour conspiration. Cependant, quelques mois plus tard, toutes les charges sont abandonnées, la cour d'appel ayant annulé le verdict. On pourrait penser que tout va bien pour lui, mais je vous l'ai dit plus tôt, ces soldats commencent à s'agacer de l'avardise de leur parrain, qui arrose généreusement sa famille de sang et l'église catholique, contrairement à ceux qui font le sale boulot à sa place. Et c'est Joe, Larry et Albert Gallo, 3 frères qui bossent pour Profaci, qui vont commencer à le lui faire savoir. En même temps, un des bookmakers de Profaci décide d'arrêter de payer le tribut à ce dernier, que chaque soldat doit payer chaque mois, environ 25 $. Cela doit servir notamment à prendre soin des mafieux qui sont incarcérés, mais Profaci met tout dans sa poche. Ce qui ne plaît plus à Frank Abate Marco, qui accumule alors une sacrée dette envers le parrain. Une promesse faite à Joseph Gallo, afin de calmer ses ardeurs et son envie de vengeance. Bute-moi cette enflure, et je te promets que tu récupéreras son business. Une fois le job terminé, Profaci lui l'a fait à l'envers. C'en est trop pour les frères Gallo.
En février 1961, il kidnappe Magliocco, le sous-chef de Profaci, Joe Gioeli et le caporigime, Joseph Colombo. Pour cela, les frères Gallo se font aider de Carmine Persico, alias The Snake. Ouais, vous l'aurez compris, Persico est dans le coup, mais Gioeli aussi, afin de faire cracher à Profaci sa thune, et ce en échange de la libération des otages, dont certains sont, disons, consentants. Profaci sort ses sous pour faire libérer tout ce beau monde, mais quand il apprend qu'il s'est fait duper par ses hommes de confiance, il ordonne immédiatement l'assassinat de Gioeli en 1961. Profaci doit absolument se débarrasser des frères Gallo. Pour cela, il est prêt à collaborer avec Carmine Persico, celui qui avait plutôt participé au kidnapping. Nous sommes au Sahara Lounge. John Skimon, le garde du corps de Profaci, négocie avec Larry Gallo, en lui faisant une offre alléchante. Mais Larry refuse. Skimon se barre aux toilettes. C'est là que Carmine arrive par derrière et tente de l'éliminer avec une cravate sicilienne. Mais voilà que Persico aperçoit, au travers de la porte d'entrée du bar, un flic qui s'apprête à y entrer. Il se barre illico presto par la porte de derrière. Le policier les aperçoit et les pourchasse. C'est là que Carmine Persico lui tire une balle en pleine face. Le flic s'écroule. Son collègue, à l'extérieur et qui a entendu le coup de feu, se précipite dans le bar et tombe en premier lieu sur Larry, qui pendant la tentative d'assassinat s'est fait dessus. T'es qui, toi? Et ces types qui ont flingué mon collègue, c'était qui? Je te le dirai pas, sale flic. Les frères Gallo doivent réagir. Ils réunissent une trentaine d'hommes au total pour faire la guerre à Profaci. Mais voici que Carlo Gambino, sous-chef d'Anastasia, et Tommy Lucchese tentent de convaincre Joe Profaci de mettre fin au conflit avec les frères Gallo. Jamais. Je vais les effacer, ces vermines. Et vous avec, d'ailleurs. Vous pensez que j'ignore le fait que vous taffez avec eux? Nous sommes en 1962, et Profaci voit sa santé se dérober, un cancer du foie hyper agressif. Cette fois-ci, une guerre qu'il ne gagnera pas. Il s'éteint alors à l'âge de 64 ans. Suite à sa mort, la famille Profaci deviendra la famille Colombo. Mais ça, je vous expliquerai comment dans une autre vidéo. Perso, je me pose la question, et je suis presque sûr que vous aussi, vous la posez, de savoir comment un parrain si détesté de ses soldats est proche de ses sous. Ouais, faut dire que c'est l'un des capots les plus riches de l'histoire de la mafia. A pu, pendant 34 longues années, porter la couronne d'une des 5 familles new-yorkaises.